Elle a été arrêtée accusée d'avoir volé le coffre, mais quand ils ont récupéré les images, la porte s'ouvrit avec une force qui ne correspondait pas à ce jeudi matin ordinaire. Aurélie ne leva même pas la tête immédiatement. Elle avait l'habitude du bruit du cabinet, des gens qui entraient et sortaient, du téléphone qui ne s'arrêtait jamais, de l'imprimante du fond qui tombait toujours en panne au mauvais moment. Mais quelque chose dans la façon dont cette porte claqua lui fit suspendre la main en plein geste. C'était Thibault, et son visage portait quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui au cours des 2 années où elle travaillait là. « Le coffre est vide », il dit cela à voix basse, mais d'une manière qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Ce n'était pas une question, ce n'était pas un avertissement, c'était le début d'une accusation qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Aurélie le regarda sans comprendre. Le coffre? Elle savait qu'il en existait un, bien sûr, dans ce coin du cabinet qu'elle nettoyait les mardis et les jeudis. Un objet de métal noir adossé au mur sous les étagères pleines de dossiers. Mais ce n'était qu'un objet parmi tant d'autres. Elle ne l'avait jamais regardé avec la moindre attention. « Je ne comprends pas, dit-elle. Tu es la seule à être entrée ici avant le début du service. » Et c'est ainsi, avec cette phrase courte et définitive, que commença le cauchemar d'Aurélie. Elle avait 32 ans, les cheveux sombres toujours attachés en une queue de cheval bien serrée, et une vie entière construite sur une seule chose, sa parole. La famille n'avait pas grand-chose. Elle n'avait jamais eu grand-chose. Sa mère cousait à la maison, son petit frère était encore au lycée, et Aurélie était le nom qui figurait sur le compte qui payait la plupart des factures du mois. L'emploi dans ce cabinet était arrivé 2 ans plus tôt comme une bénédiction, à une période où elle ne savait pas comment elle allait couvrir le loyer. Elle était arrivée portant la chemise beige de l'uniforme comme s'il s'agissait d'une tenue de gala, parce qu'elle savait ce que cet emploi représentait. Elle prenait son travail au sérieux comme peu de gens prennent quoi que ce soit au sérieux. Elle arrivait avant l'heure, laissait chaque bureau impeccable, savait où chaque dossier se trouvait sur les étagères, connaissait le nom de tous ceux qui passaient par le cabinet. Elle n'avait jamais manqué une journée sans prévenir. Elle n'avait jamais fait disparaître ne serait-ce qu'un stylo. Mais ce jeudi matin, pendant qu'elle était penchée sur la grande table, passant soigneusement le chiffon bleu d'un bout à l'autre, quelqu'un faisait quelque chose de très différent de l'autre côté du même cabinet. Et une caméra enregistrait tout cela. Seulement personne ne le savait encore. Thibault convoqua tout le cabinet à une réunion dès ce matin-là. Aurélie resta debout près de la porte, les mains entrelacées devant elle, sentant le poids de chaque regard se poser sur elle. Ce n'était pas encore une accusation formelle, mais l'humiliation n'attendit pas les formalités. Bastien était assis à la table du fond, la chemise blanche impeccablement repassée, les cheveux peignés, avec cet air tranquille de celui qui assiste à un problème qui ne le concerne pas. Il croisa les bras et secoua lentement la tête, comme s'il déplorait la situation. Un geste petit, discret, du genre qui passe inaperçu quand l'attention de tout le monde est ailleurs. Aurélie enregistra ce geste. Elle le rangea dans un coin de sa mémoire sans savoir encore qu'elle allait en avoir besoin. La réunion fut courte et lourde. Thibault parla de la somme qui avait disparu, de confiance, de ce que cela représentait pour l'entreprise, et à la fin, il regarda directement Aurélie. « En attendant que cette affaire soit élucidée, vous êtes écarté, pas licencié, pas accusé avec ces mots-là, écarté, un mot qui semble plus doux mais qui signifie en pratique « partez » et la culpabilité vous accompagnera. » Aurélie prit son sac, le chiffon de nettoyage bleu qui était encore sur la table, et marcha vers la sortie la tête haute. Elle se le devait bien. Elle n'allait laisser personne la voir s'effondrer là-dedans. Dans la rue, les larmes vinrent avant même qu'elle n'atteigne le coin de la rue. « Écoute, quand je suis arrivé à ce passage de l'histoire, j'ai dû m'arrêter une seconde, parce qu'il y a une dignité très particulière chez une personne qui pleure, mais seulement quand elle est déjà sortie de la présence de ceux qui ne méritent pas de voir sa douleur. Ce genre de force silencieuse me touche d'une manière différente. La mère d'Aurélie, Madame René, l'a su, dès que sa fille est entrée par la porte de la maison avec ce visage. C'était une petite femme aux mains calleuses à force de coudre, et elle connaissait sa fille mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle a mis de l'eau sur le feu pour une tisane, et elle a attendu. Quand Aurélie a fini de raconter une version partielle de ce qui s'était passé, en omettant la partie la plus lourde, Madame René est restée silencieuse un moment.
Tu as pris quelque chose de cet endroit? Maman, je te demande. Non, je n'aurais jamais pris quoi que ce soit. Madame René a acquiescé calmement. Ce n'était pas un doute, c'était la confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà. Alors la vérité finira par apparaître. Aurélie voulait croire à cela avec la même sérénité que sa mère, mais la vérité, elle le découvrirait, a parfois besoin de beaucoup d'aide pour apparaître. De retour au cabinet, Bastien était trop calme. C'était un détail que Madame Odette avait remarqué depuis le début. Madame Odette avait 67 ans et travaillait dans cette entreprise depuis plus longtemps que quiconque, plus longtemps même que Thibault n'était à la tête. Elle avait été embauchée par son père, des décennies plus tôt, quand le cabinet était encore plus petit qu'un salon. Elle avait vu beaucoup de choses se passer là-dedans. Elle avait vu des gens arriver pleins d'énergie et repartir épuisés. Elle avait vu des affaires faillir, presque couler et se redresser. Elle avait vu des gens bien et des gens qui faisaient semblant d'être bien. Petite, les cheveux blancs coupés courts, des lunettes au verre épais et une mémoire qui faisait honte à des personnes de plusieurs décennies plus jeunes, elle s'occupait des chiffres, des contrats, des comptes. C'était le genre de personne sans qui l'entreprise ne pourrait pas fonctionner, mais que la plupart des gens oubliaient de remercier parce qu'elle était toujours simplement là, faisant ce qui devait être fait sans faire de vagues. Et Madame Odette avait cette façon d'observer les gens qui ne vient qu'avec beaucoup de vécu. Bastien était responsable de la caisse. C'était lui qui connaissait le code du coffre. C'était lui qui contrôlait les entrées et sorties d'argent. Alors il était naturel que dans une situation pareille, il soit agité, qu'il essaie de comprendre, qu'il pose des questions, qu'il court après des réponses. Mais Bastien était assis à la table, faisant exactement le travail de toujours, comme si la réponse était déjà certaine, comme s'il savait avec précision où cet argent avait atterri. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant je continue. Madame Odette a attendu la fin de la journée de travail ce jour-là. Elle a attendu que tout le monde parte. Elle a attendu que Bastien prenne son sac à dos, dise au revoir à Thibault, avec un sourire facile, et descende les escaliers comme n'importe quel autre après-midi. Puis, elle est allée frapper à la porte du bureau du chef. « Thibault, depuis combien d'années me connais-tu » Il a levé la tête de ses papiers. « Plus que je ne voudrais l'admettre. Pourquoi » Parce que je te demande de ne prendre aucune décision définitive concernant Aurélie, avant qu'on ne revoie les images des caméras. Il y a eu un silence qui a duré plus longtemps que ce qui était confortable. Les caméras couvrent tout le cabinet? Madame Odette a croisé les bras. C'est exactement la bonne question. Elle était au courant de la caméra parce que c'était elle-même qui en avait suggéré l'installation, 3 ans plus tôt, après qu'un ordinateur portable avait disparu sans explication. C'était une petite caméra, discrète, positionnée selon un angle qui couvrait la table centrale du cabinet et le coin où se trouvait le coffre. Thibault avait oublié qu'elle existait. La plupart des gens oublient les choses qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser souvent. Mais Madame Odette, elle, ne l'avait pas oublié. Si Aurélie l'a pris, la caméra le montrera. Si elle ne l'a pas pris, la caméra le montrera aussi. En todo caso, você vai dormir sabendo que fez a coisa certa. Thibault passou a mão no rosto. Essa câmera foi instalada há anos, Odette. O sistema foi atualizado desde então. Não sei se o arquivo ainda existe. Então a gente descobre, mas a gente tenta. Ela disse aquilo com a firmeza de quem já tomou a decisão por conta própria e está apenas esperando que o outro chegue junto. O técnico de informática foi chamado na manhã seguinte. Era um rapaz jovem, quieto, que chegou com um notebook debaixo do braço e se instalou na sala menor sem fazer alarde. O sistema havia sido atualizado meses atrás, e o arquivo com as gravações do dia anterior estava guardado num formato que o software atual não abria diretamente. Ia levar tempo. Bastien chegou ao trabalho e viu o técnico logo na entrada. Fez uma pausa de meio segundo que a maioria das pessoas não teria conseguido notar. Depois continuou caminhando normalmente. Madame Odette não perdeu aquela pausa. Ela estava na mesa dela, fingindo olhar para as planilhas, mas com o canto do olho acompanhando tudo. Mais tarde naquela manhã, Bastien se levantou e foi até onde o técnico estava trabalhando com uma naturalidade ensaiada. Algum problema? Tentando recuperar um arquivo de gravação. Ah! Bastien assentiu devagar.
Às vezes, esses sistemas mais antigos têm travamentos. Pode ser que o arquivo esteja corrompido. O técnico não respondeu. Continuou olhando para a tela. Bastien voltou para a mesa dele. Madame Odette anotou mentalmente cada palavra daquela troca curta. A semente de dúvida plantada ali, o pode ser corrompido, dito antes de qualquer um saber se era ou não, tinha cheiro de coisa calculada. No mesmo horário em que o técnico trabalhava para recuperar o arquivo, Aurélie estava sentada numa sala de espera do outro lado da cidade, aguardando uma entrevista de emprego. Havia mandado currículo para 3 lugares na noite anterior, deitada na cama às 11 da noite com os olhos secos, depois de horas com a cabeça cheia. A entrevista correu bem. O entrevistador pareceu gostar dela. Fez perguntas sobre experiência, sobre disponibilidade, sobre como ela lidava com situações difíceis. Ela respondeu tudo com cuidado. Mas no final, quando ele perguntou se poderia entrar em contato com o emprego anterior como referência, Aurélie sentiu o chão ceder alguns centímetros sob os pés. Pode, ela disse, porque o que mais ela podia dizer? Voltou para casa com aquilo pesando no peito. Se Thibault recebesse aquela ligação antes de qualquer coisa ser resolvida, a referência seria destruída. E uma referência destruída, no tipo de trabalho que ela fazia, numa cidade onde todo mundo se conhece de algum jeito, era quase impossível de recuperar. Ela tinha 1 semana, talvez menos, antes que tudo desmoronasse de vez. Eu fico pensando no que é viver nesse tipo de espera. Você sabe que é inocente, sabe com uma certeza que ninguém de fora consegue enxergar. E não tem como provar. É uma das situações mais pesadas que existem, porque a dúvida dos outros pesa mais do que qualquer coisa concreta. No 3º dia, o técnico conseguiu acessar o arquivo. Madame Odette estava na sala quando Thibault abriu o vídeo no computador. A gravação era de ângulo fixo, um pouco granulada, mas clara o suficiente para mostrar o que precisava ser mostrado. O vídeo começava numa manhã cedo, com o gabinete ainda vazio e a luz entrando pelas janelas. A primeira pessoa a aparecer foi Aurélie. Ela entrou com a bolsa pendurada no ombro e o pano de limpeza azul na mão. Colocou a bolsa numa cadeira, tirou o pano e começou a limpar a mesa grande do centro. Cabeça baixa, concentrada, movendo o braço de um lado ao outro com cuidado. Completamente absorta no que estava fazendo. Então apareceu Bastien. Thibault se inclinou para a tela. Bastien entrou sem fazer barulho. Estava de camisa branca e calça escura, exatamente como em qualquer outra manhã. Olhou para Aurélie, que estava de costas para ele, passando o pano na mesa. Fez uma pausa de 1 segundo. Puis il se tourna vers le coin où se trouvait le coffre. Il s'accroupit, tourna le mécanisme, ouvrit la porte lentement, et commença à retirer l'argent, billet par billet. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait de côté de temps en temps, ce regard rapide et nerveux qui surveillait si Aurélie avait bougé, qui rendait impossible de détourner les yeux de l'écran. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et il avait choisi exactement le moment où elle était occupée pour le faire. Sur l'enregistrement, Aurélie continuait d'essuyer la table sans lever la tête une seule fois. Bastien ferma le coffre, se redressa, ajusta sa chemise de la main, et sortit de la pièce comme n'importe qui sort de n'importe quel endroit un matin ordinaire. Thibault resta à regarder l'écran pendant un long moment, après la fin de la vidéo. Madame Odette retira ses lunettes et nettoya les verres avec le coin de son chemisier, un petit geste qu'elle faisait quand elle avait besoin d'une seconde pour recomposer ce qu'elle ressentait. « Il me fallait voir pour croire, » dit Thibault, d'un volume qui était presque un murmure. « Je sais, » dit Madame Odette, « mais tu as vu. » La conversation avec Bastien eut lieu cet après-midi-là. Thibault lui demanda d'entrer dans la pièce et ferma la porte. Dans les premières minutes, Bastien nia. Dit que l'enregistrement pouvait être interprété d'une autre manière. Dit qu'il était allé au coffre pour vérifier quelque chose par routine, qu'il n'avait rien pris. Il dit tout cela avec une assurance qui impressionnait, comme quelqu'un qui avait répété cette version de nombreuses fois dans sa propre tête, qui avait dormi avec elle pendant 3 jours, qu'il avait rendue presque réelle pour lui-même. Puis Thibault tourna l'ordinateur et appuya sur play. Le silence après la fin de la vidéo fut différent de tous les autres silences de cette journée.
Bastien baissa la tête. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, je continue. Ce qui suivit ne fut pas une confession propre ni organisée. Ce fut une histoire en morceaux, pleine de longues pauses, où il parla de dettes accumulées au fil des mois, d'un problème qui avait commencé petit et grandi jusqu'au point où il ne voyait plus d'issue. Il parla d'une honte trop grande pour demander de l'aide à quelqu'un. Il parla d'une pression qu'il avait portée seul pendant trop longtemps, jusqu'à ce qu'il prenne une décision qu'il savait être mauvaise au moment même où il la prenait. Et à la fin, d'une voix basse et sans regarder personne, il dit « Je ne voulais pas qu'elle soit coupable. Je pensais qu'il n'allait tout simplement pas découvrir l'origine. » Madame Odette, de l'autre côté de la porte qui était entr'ouverte, ferma les yeux un moment. Elle avait 67 ans et en avait vu beaucoup au fil de ces années. Elle avait vu des gens bien faire de mauvaises choses sous des pressions que personne de l'extérieur ne voyait. Elle avait vu des gens qui semblaient fiables se perdre dans un moment de désespoir et ne pas réussir à revenir avant d'avoir causé des dégâts. Cela ne rendait pas ce que Bastien avait fait moins grave. Aurélie avait souffert d'une manière qu'il avait causée, et cela avait un poids qui devait être reconnu. Mais Madame Odette était assez âgée pour savoir que presque aucune histoire n'est simple quand on s'approche assez près pour en voir les détails. Aurélie reçut l'appel de Thibault cet après-midi-là. Il fut direct, dit que les images avaient été récupérées, dit ce qu'elles montraient, dit qu'il avait eu tort de l'écarter sans enquêter d'abord et qu'il s'en excusait, dit que son poste était assuré, qu'il paierait les jours où elle était restée chez elle, et qu'il y avait d'autres choses qu'il voulait discuter en personne quand elle viendrait. Elle resta si silencieuse qu'il demanda si elle était toujours en ligne. « Je suis là, dit-elle. J'essaie juste de digérer. » C'est compréhensible. Il y eut un moment, avant de raccrocher, où Aurélie voulait dire beaucoup de choses. Elle voulait dire ce qu'avaient été ces 3 jours. Elle voulait parler de l'entretien d'embauche avec la référence suspendue en l'air comme un couteau. Elle voulait parler de sa mère, qui avait senti que quelque chose clochait vraiment, mais qui avait respecté le silence de sa fille. Elle voulait dire ce que c'est que de voir sa propre parole remise en question pour quelque chose qui ne lui avait jamais traversé l'esprit de faire. Elle ne dit rien de tout cela. Elle dit seulement « à demain » et raccrocha. Elle resta assise au bord du lit, le téléphone encore chaud dans la main. La fenêtre ouverte laissait entrer le bruit de la rue en bas, le son des enfants qui rentrèrent de l'école, quelqu'un qui actionnait un klaxon au loin, la vie habituelle dehors. La vérité était apparue, exactement comme sa mère l'avait dit qu'elle apparaîtrait. Mais aucune vérité ne défait le chemin qu'il a fallu parcourir avant elle. Le lendemain, quand Aurélie entra dans le cabinet, Madame Odette était à son bureau comme d'habitude, avec ses lunettes aux verres épais et sa pile de papier devant elle. Elle leva les yeux quand Aurélie passa la porte. Les 2 femmes n'avaient jamais échangé plus qu'un bonjour. 2 ans à partager le même couloir, la même odeur de café du matin, le même bruit d'imprimante qui se grippait, mais sans jamais vraiment se parler. Madame Odette se leva. Elle s'avança vers Aurélie et dit « Je savais que ce n'était pas vous. » Aurélie ne put cette fois garder le menton ferme. « Comment le saviez-vous » La femme plus âgée prit sa main avec une fermeté tranquille, sans drame. « Parce que j'ai observé beaucoup de gens toute ma vie, et j'ai appris à reconnaître ceux qui regardent le travail avec respect. » Elle marqua une courte pause. « Vous, vous le regardez. » C'était en des mots simples, mais simple ne veut pas dire sans importance. Parfois une phrase dite au bon endroit, par quelqu'un qui a assez vécu pour savoir ce qu'il voit, vaut plus que n'importe quel long discours. Plus tard dans la matinée, Camille, une collègue avec qui Aurélie avait travaillé côte à côte pendant des mois, vint lui parler à l'espace café. « J'aurais dû dire quelque chose, » dit Camille, sans détour. « Je n'ai pas cru que vous aviez fait ça, mais je me suis tue. Je suis désolé. » Aurélie la regarda un moment. Elle pesa les mots qu'elle s'apprêtait à dire. « Ça m'a fait mal. Pas ce que vous avez pensé de moi. C'est le silence qui m'a fait mal. » Camille n'essaya pas de se justifier. Elle n'expliqua pas sa peur de s'impliquer. Elle n'apporta pas de raison pour ce qu'elle avait fait. Elle acquiesça seulement, avec le poids de celle qui a compris. Et cela, d'une certaine manière, ouvrit un espace pour quelque chose qui pourrait peut-être un jour devenir une vraie amitié entre elles. Est-ce qu'on arrive toujours à parler quand on le devrait? Je n'arrête pas d'y penser.
Combien de fois on se tait pour ne pas se compliquer la vie, et on ne se rend compte qu'après que le silence a aussi un coût. Et là, il est trop tard. Thibault réunit l'équipe à la fin de cette journée. Il se tint debout devant tout le monde et dit en des termes clairs qu'Aurélie avait été accusée à tort, que les preuves montraient exactement le contraire de ce qui avait été supposé, et que son nom était complètement blanchi. Il dit qu'il lui présentait ses excuses publiquement. Ce ne fut pas confortable pour lui. Aurélie le vit sur son visage, la difficulté d'admettre à voix haute qu'il s'était trompé, qu'il avait été trop rapide à pointer dans la mauvaise direction. Mais il le fit, et faire quand c'est difficile a une valeur différente de faire quand c'est facile. Bastien n'était plus là. Ce qui adviendrait entre lui et Thibault serait réglé d'une manière dont Aurélie ne connut pas les détails, et elle n'avait pas besoin de les connaître. Ce dont elle avait besoin, c'était de cela. Son nom, dit à voix haute, sans tache. Ce soir-là, elle raconta tout à sa mère. Vraiment tout, sans version partielle cette fois. La mise à l'écart, l'accusation, les 3 jours d'attente, l'entretien avec la référence suspendue en l'air, l'enregistrement vidéo, le coup de téléphone. Madame René écouta tout sans l'interrompre une seule fois. Quand Aurélie eut terminé, sa mère la regarda longuement. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Je voulais me débrouiller seule. »« Tu ne te débrouilles pas toute seule, Aurélie. »« Je sais. Non, tu ne sais pas encore. Tu apprends. » C'était une dure vérité. Le genre de vérité que seule une mère peut dire sans sonner comme une critique, parce que ça vient d'un endroit où il n'y a pas de jugement, juste de l'amour et de la fatigue, de voir sa fille porter trop de poids sans demander d'aide. Aurélie a posé la tête sur l'épaule de sa mère comme quand elle était enfant. Madame René a passé le bras autour d'elle et elles sont restées silencieuses. Dehors, son petit frère est arrivé en claquant la porte comme toujours, a jeté son sac à dos par terre comme toujours, a crié « Bonne nuit » à personne en particulier comme toujours. Et ça, cette toute petite chose du quotidien qui continue d'exister pendant que tout s'effondre, et après, quand tout se reconstruit peu à peu, c'était la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être protégée. Des mois plus tard, Aurélie était de retour à sa routine habituelle. Le chiffon bleu, les tables, les étagères, avec les dossiers colorés soigneusement rangés. Le même cabinet, mais chargé autrement maintenant. Elle passait chaque jour devant le coin où se trouvait le coffre et ne ressentait plus cette douleur aiguë d'avant. Elle ressentait autre chose, quelque chose de plus proche du souvenir d'une douleur, ce qui est différent. Madame Odette s'était mise à prendre le café avec elle lors des matins les plus calmes, avant que l'affluence ne commence. C'étaient des conversations courtes sur des choses simples. Le petit-fils de Madame Odette qui avait fait ses premiers pas. Le potager qu'Aurélie essayait d'installer dans des pots sur le balcon de son appartement. Mais c'était de vraies conversations, de celles qui n'ont pas besoin de beaucoup de choses à dire pour vouloir dire beaucoup. Un de ces matins, alors qu'elles étaient toutes les deux assises, leur tasse de café chaud à la main, le soleil encore bas dehors, Madame Odette a dit quelque chose qui est resté dans la tête d'Aurélie longtemps après. L'injustice ne disparaît pas parce que la vérité a éclaté, mais on apprend à la porter autrement. Aurélie a pensé à ces 3 jours, à l'entretien d'embauche avec ce couteau suspendu au-dessus de la référence, à sa mère, le bras autour d'elle, sur le vieux canapé, au silence de Camille, qui avait fait mal d'une manière particulière qu'elle était encore en train d'assimiler, à la voix ferme de Madame Odette, disant qu'elle savait que ce n'était pas elle, et elle a pensé à celle qu'elle avait été avant que cela n'arrive, et à celle qu'elle était en train de devenir. Ni meilleure ni pire, différente, avec une conscience plus claire de ce que valait sa parole, de ce que des gens avaient cru en elle, même sans qu'aucune preuve ait encore été apportée, et de ce que ce genre de choses n'est pas rien. Parfois la vie ne peut pas défaire ce qu'elle a fait, mais elle offre de temps en temps assez pour continuer d'avancer, et c'est ce qu'on fait. Fin de l'histoire. Écoute, cette histoire m'a fait réfléchir à tout un tas de choses. À Aurélie, qui a porté ça pendant 3 jours entiers, avec une dignité qu'elle n'était pas tenue d'avoir. À Madame Odette, qui après toute une vie à observer le monde, a encore voulu se lever et faire quelque chose. Et à nous aussi, dans les moments où on reste silencieux quand on ne devrait pas. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, laisse-nous en commentaire ce que tu en as pensé. Tu penses qu'Aurélie a bien fait de ne pas tout révéler à sa mère dès le début? Et d'où est-ce que tu nous regardes? J'adore lire ces messages. Gros bisous, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires.